Le 13 novembre 2015, à Paris, il faisait très beau. Alors, j'ai eu envie de piquer une tête. À midi, au lieu de manger un sandwich dans mon bureau, je suis allé à la piscine et j'y ai croisé ma fille Lola. Ce n'était pas étonnant, la maison d'édition où elle travaillait se situait dans le même quartier. Nous nous sommes embrassés, nous avons échangé des banalités et nous nous sommes dit à demain, parce qu'elle devait venir déjeuner à la maison le lendemain. Mais demain n'est jamais arrivé pour elle. Et pour moi, demain est devenu le premier jour d'une autre vie. Cette nuit-là, juste après minuit, le téléphone a sonné et c'est à ce moment que ma femme et moi avons appris de la bouche de notre fils aîné ce qui venait de se produire dans la soirée au Stade de France, sur les terrasses et au Bataclan où se trouvait Lola. Nous avons passé les 18 heures suivantes à la chercher jusqu'à ce qu'un autre coup de téléphone, en fin d'après-midi, nous apprenne son décès. Elle avait 28 ans. 28 ans. À cet instant, je me suis senti au bord d'un gouffre, sans savoir si j'allais tomber au fond et sans deviner ce qui allait m'arriver si je parvenais de l'autre côté. Et puis, le téléphone a sonné à nouveau. C'était des journalistes qui suivaient mes appels sur les réseaux sociaux depuis le matin. Ils m'ont tendu leur micro et j'ai accepté de leur parler. Je l'ai fait parce que ce que je vivais était tellement douloureux que je voulais agir afin que ça ne se reproduise plus. Et cette volonté ne m'a plus quitté jusqu'à aujourd'hui. J'avais déjà une idée assez précise de ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, dans les micros qui m'étaient tendus, je disais « il ne faut pas foncer dans le tas comme un rhinocéros furieux, commettre des injustices, attiser le racisme et l'islamophobie, nourrir le sentiment victimaire des musulmans, se lancer dans je ne sais quelle croisade. » Ah oui, mais que faut-il faire alors? Je répondais, contrairement au rhinocéros, il faut commencer par réfléchir, prendre la mesure de ce qui s'est passé, en analyser les causes, définir une stratégie et la mettre en œuvre. C'est ce à quoi je me suis employé à ma manière dans les semaines et les mois qui ont suivi. Seul tous les matins, devant mon ordinateur, j'ai écrit une sorte de dictionnaire du 13 novembre qui a été publié quelques mois plus tard sous le titre « L'indicible de A à Z ». Mais tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Alors avec d'autres victimes, j'ai créé une association, 13-11-15 Fraternité et Vérité, et dans les statuts, nous avons écrit que nous voulions contribuer à toute réflexion et à toute action s'inscrivant dans la lutte contre le terrorisme. Pour faire ça, nous avons suivi des formations, assisté à des colloques, à des séminaires. La plus importante de ces rencontres, pour moi, a été celle qui a eu lieu à Paris les 28 et 29 avril 2016. Il y avait là des victimes, des experts du terrorisme, mais aussi des mères de djihadistes. À la pause, je me suis assis à leur table, je les ai écoutées et j'ai compris beaucoup de choses. Ces femmes avaient vu leur enfant se transformer en une personne qu'elles ne reconnaissaient pas. Son départ en Syrie avait pour toutes été un choc effroyable, souvent vécu comme une trahison. Elle portait en outre le poids d'une culpabilité terrible, et pourtant elle n'avait été ni maltraitante, ni absente, ni abusive. Plusieurs se battaient au sein d'associations contre ceux qui leur avaient dérobé leurs enfants. J'ai compris que nous avions les mêmes ennemis, que ces femmes étaient elles aussi des victimes. J'ai même commencé à penser que les djihadistes eux-mêmes, pour si coupables qu'ils soient, et ils le sont, pouvaient être en même temps des victimes comme tous ceux qui se laissent prendre dans les filets d'une secte. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un mail tout à fait inattendu. Il était signé Azdine Amimour. Le père d'un des 3 tueurs du Bataclan, Sami Amimour, voulait me rencontrer. Et j'ai dit oui, j'ai répondu oui en pensant à ces mères de djihadistes. Azdine et moi, nous nous sommes vus pour la première fois le 27 avril 2017. En allant au rendez-vous, je ne savais pas à quoi m'attendre, j'étais un peu nerveux.
Puis j'ai vu arriver un petit homme, de 10 ans mon aîné, cultivé, tolérant, pacifique, mais qui avait été courageux jusqu'à la témérité en se rendant au sein même de l'État islamique pour tenter d'arracher en vain son fils à son sort. Nous nous sommes beaucoup parlé ce jour-là, nous nous sommes ensuite revus à de nombreuses reprises. J'ai peu à peu appris à connaître Azdine, nous avons fini par écrire un livre ensemble, il nous reste les mots. Azdine Amimour est devenu mon ami, en dépit de nos différences et de nos désaccords qui restent nombreux et sérieux, plus que ne le croient généralement les gens qui ne nous connaissent pas. Mais pourquoi diable ne devrait-on parler et même n'accorder notre amitié qu'à ceux avec lesquels on est d'accord sur tout? Rencontrer Azdine, ça a été pour moi un effort délibéré pour renouer des liens qui avaient été brisés. Assez vite, je me suis également engagé dans des actions éducatives. Dans les jours qui ont suivi le 13 novembre, je recevais bien sûr des messages de condoléances. Et beaucoup me demandaient à quelle adresse ils pouvaient envoyer des fleurs. Nous étions ensevelis sous les fleurs. Donc je répondais à mes correspondants en leur demandant de m'envoyer plutôt l'argent qu'ils auraient consacré à ces fleurs bienveillantes mais inutiles, de manière à ce que je leur remette à une association conduisant des actions préventives, par exemple des actions éducatives. C'est comme ça que j'ai rencontré Latifa Imziaten. Elle est venue chez moi un soir de décembre 2015 pour percevoir le chèque que j'avais fait à l'ordre de son association. Et elle m'a parlé de ses rencontres avec de jeunes musulmans un peu partout en France, auxquels elle parle de son fils Imad, qui a été abattu ici à Toulouse sur le parking du château de Lers le 11 mars 2012. Et elle m'a dit « Vous devriez faire pareil, il vous est arrivé la même chose qu'à moi ». Mais moi, je n'étais pas prêt, et surtout, je ne me voyais pas dans ce rôle. Latifa, c'est une maman musulmane d'origine marocaine, dans laquelle ces jeunes pouvaient reconnaître leur propre mère, et de même qu'ils pouvaient assez facilement s'identifier à son fils Imad. Mais moi, bobo parisien, boomer, blanc et athée, que pouvais-je avoir en commun avec eux? Et comment pourrait-il s'identifier à ma fille, jeune femme libérée, féministe, amoureuse de Paris, de la fête, des livres et du rock? Mais un peu plus d'un an plus tard, des éducateurs spécialisés du club de prévention de la ville de Creil sont venus me voir avec un groupe d'adolescents en difficulté dont ils avaient la charge. Je leur ai raconté mon histoire, je leur ai parlé de Lola, et un déclic s'est produit. Ce fut un moment de grande émotion pour tout le monde. Je n'oublierai jamais l'affection que m'ont témoigné ces jeunes à travers leurs larmes et nos sourires mêlés. J'ai compris que mes préjugés étaient idiots, que nous étions tous parfaitement capables de percevoir la souffrance de l'autre, parce que, en dépit de nos différences, nous sommes tous des êtres humains. J'ai même compris que ma différence pouvait être un atout, parce que ma volonté de les rencontrer sans haine, sans crainte, était le premier message, plus important que les mots que je pouvais prononcer. Et depuis, j'ai continué à témoigner devant des groupes de jeunes, souvent dans les lycées, les collèges, souvent à la demande d'enseignants. Je l'ai d'abord fait seul, et désormais avec mes amis de l'Association française des victimes du terrorisme. Témoigner, surtout dans les écoles, est important pour maintenir la mémoire historique des attentats, pour montrer que nous sommes faits de chair et d'os et que les victimes ne sont pas des symboles politiques sur lesquels on peut tirer. Donc de faire mesurer le poids de souffrance que représente le terrorisme. Et puis quelquefois, on aide à apaiser des tensions qui peuvent exister dans les établissements où nous intervenons. Je trouve donc un grand intérêt à ces actions, mais j'ai longtemps eu la sensation frustrante de passer à côté d'une cible qui me paraissait plus urgente, plus prioritaire peut-être. Je voulais m'adresser directement à ceux qui avaient été tentés par le djihad, voire qui étaient allés combattre en Syrie avec l'État islamique. Après tout, c'est cela surtout que je voulais convaincre de renoncer au terrorisme, à la violence.
Beaucoup sont en prison, je voulais donc intervenir en prison. Il m'a fallu 5 ans d'efforts et de persévérance avant de pouvoir le faire, mais depuis septembre 2021, j'interviens régulièrement en détention dans les programmes de prévention de la radicalisation violente. Septembre 2021, c'est aussi la date où s'est ouvert le procès V13, le procès des attentats du 13 novembre. C'est un procès qui a duré 10 mois, j'y ai assisté de bout en bout. J'ai appris à connaître les 14 accusés, quelles avaient été leurs vies. J'ai entendu leurs mensonges, leurs silences et leurs moments de sincérité aussi. J'ai observé leurs réactions face aux témoignages des victimes. Je les ai vus évoluer, chanceler parfois. Et en marge des audiences, j'ai pu aussi m'entretenir directement avec les 3 accusés qui comparaissaient libres. Au cours du procès, je suis également allé à la barre pour faire ma déposition. Et face à la Cour, j'ai indiqué que dans l'indicible de A à Z, j'avais écrit à propos des complices des assassinats de ma fille que j'aimerais les rencontrer et leur parler les yeux dans les yeux, comme le pape Jean-Paul II l'avait fait avec Mehmet Ali Akça, qui avait tenté de l'assassiner. L'article 10, alinéa 1 du Code pénal, a introduit dans notre législation cette idée simple, mais qui paraît étonnante, voire choquante à certains, permettre aux victimes et aux coupables de se rencontrer afin d'aider les uns et les autres à commencer à réparer quelque chose de ce qui a été brisé. C'est ce qu'on appelle la justice restaurative. Et cette fois, ma demande n'est pas passée inaperçue. Dès avant la fin du procès, j'ai été sollicité pour savoir si j'accepterais de rencontrer un détenu qui en avait fait la demande. Ce n'était pas un des 14 accusés du procès, mais un homme déjà condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour être allé combattre avec l'État islamique en Syrie. J'ai rencontré cet homme à 2 reprises au début de cette année, et depuis, nous entretenons une correspondance régulière. Un peu plus tard, j'ai également pu me rendre en Belgique, à la prison de Harren, dans la banlieue de Bruxelles, où sont détenus les principaux condamnés du procès V13. Et là, j'ai rencontré déjà Mohamed Abrini et Sofiane Ayari. Nous nous sommes longuement parlé cet été, mais je ne peux rien vous dire du contenu de nos échanges parce que la justice restaurative repose sur un principe de confidentialité absolue. Mais ce qui m'importe, c'est que ces 2 hommes qui ont été reconnus coupables pour leur participation aux attentats, donc pour leur participation à la mort de ma fille, vont emporter le souvenir de notre conversation et j'espère qu'il va les aider à évoluer le long du long chemin qu'il leur reste à parcourir. Et puis, les rencontrer, bien sûr, ça m'a aidé à moi aussi. D'ailleurs, tout ce que j'ai fait depuis le 13 novembre m'a aidé à me remettre debout, à être actif et donc à commencer à réparer ma fracture. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Rappelez-vous ce que je vous disais au début. Depuis le 14 novembre 2015, je veux agir pour qu'il n'y ait pas d'autres 13 novembre. Et vous savez, la sécurité, c'est le métier de la police, des juges, de l'armée, mais ça ne suffit pas. Les approches sécuritaires ne suffiront jamais. Pour vivre véritablement en paix, il faut que nous soyons capables de nous parler, de franchir les murs invisibles qui nous séparent. Donc, parlons-nous. Attention, sans complaisance, sans renoncer à aucune de nos valeurs. Mais parlons-nous. Parlons-nous. Je vous remercie.